Eh bien voilà notre invité de ce soir, Monsieur Sylvain Berton, qui est le directeur des opérations dans l'association Agri-Sud International. Et au-delà, il est là aujourd'hui avec nous pour représenter l'association CARI. Bonsoir Monsieur Sylvain Berton. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous parce que vous êtes extrêmement pris dans cette COP 21, vous y participez, vous représentez à la fois le CARI et aussi les intérêts de l'association d'Agri-Sud International. Alors, c'est quoi CARI ? C'est une association, c'est un problème dentaire, parce que généralement quand on a une carie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas un problème dentaire, le CARI se porte très bien. Le CARI, en fait, est une organisation française qui est basée dans la région de Montpellier, à Viol-le-Fort plus particulièrement, au nord de Montpellier. Et le CARI, c'est le Centre d'action et de réalisation internationale. C'est une ONG, une organisation qui a été créée en 1998, donc qui agit dans le développement, qui intervient dans le développement depuis plus de 15 ans, et qui travaille principalement sur deux axes, un axe d'action terrain, et un axe de plaidoyer, ce qui rejoint le sujet de la COP 21 d'ailleurs. D'ailleurs, vous êtes représenté au sein de l'ONU, vous avez une place particulière. Alors le CARI a une place particulière dans le cadre de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, où Patrice Burger, le directeur du CARI, occupe en fait la place de représentant de la société civile au sein de cette convention. Alors non seulement vous avez une place là, mais en plus vous avez présenté un projet qui a été retenu, parmi une centaine de projets, et c'est ce soir que sera choisi ou l'élu des associations sur certains types de projets. Alors voilà, c'est-à-dire que dans le cadre de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, il y a un certain nombre d'artistes qui se sont réunis autour des initiatives portées par les ONG. L'initiative s'appelle Artistes Paris Climat. Effectivement, des œuvres vont être vendues aux enchères ce soir chez Christie's et les sommes collectées seront réaffectées en fait à une douzaine d'organisations qui sont porteuses de 14 projets qui seront donc de cette manière cofinancés. Et le CARI présente un projet dans le cadre d'un de ces réseaux qui est le RADO, qui est un réseau de développement des oasis, qui est un projet qui intervient entre autres sur la Tunisie, sur le Maroc. Et donc l'argent collecté permettra de renforcer l'action sur ce projet. Par ailleurs, Agri-Sud aussi a présenté un projet qui a été retenu dans le cadre de cette initiative, qui est un projet qui, lui, se situe au nord Laos et qui est un projet d'appui, en fait, à l'agriculture familiale dans le nord du Laos. Donc, nos deux organisations ont la chance d'être représentées ce soir chez Christie's. Alors, donc deux associations qui sont à la fois basées localement sur le territoire, du côté de Montpellier, et en même temps, vous avez une dimension internationale. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, votre implantation locale, c'est une action auprès de ce territoire montpelliérain, dans l'Hérault, ou bien c'est une base de départ qui vous permet à la fois de mener des actions et un plaidoyer ? Alors, c'est une base de départ qui permet de mener les actions et le plaidoyer, même si un certain nombre d'activités sont réalisées dans l'Hérault. Je pense particulièrement à l'événement Désertifaction qui a été organisé à Montpellier en juin dernier, qui a réuni des acteurs du Sud autour d'une initiative visant à la réduction de la dégradation des terres et des écosystèmes. Et il y a eu que 4 jours de manifestations organisées à Montpellier dans ce cadre-là. Pour autant, le CARI intervient surtout à l'international, d'où son nom, et intervient plus particulièrement dans les pays du Maghreb et du Sahel, donc en zone aride. Alors justement, le Sahel, c'est une zone aujourd'hui qui est assez préoccupante, dans les tensions, les instabilités. Est-ce que vous arrivez à continuer tout ce travail, en particulier au Niger ? Alors, ça reste de toute façon très compliqué, mais la grande force du CARI, c'est aussi de travailler en partenariat avec des réseaux d'organisations locales qui, elles, évidemment, même dans des contextes qui peuvent être très compliqués, sont en capacité d'agir, là où nos organisations du Nord ont peut-être plus de difficultés, on le comprend. Mais par contre, il y a toujours ce travail de coordination, d'animation, de partage qui se fait avec les organisations du Sud. Et comment s'organise cette relation avec les organisations du Sud ? C'est elles qui prennent l'initiative ? C'est le CARI ?
Alors, en général, l'action qui est menée par les organisations du Sud est fixée dans un cadre global de partenariat, mais les initiatives sont prises au Sud. Et ensuite sont appuyées, effectivement, par le CARI. Le CARI est animateur de réseau, on peut le dire comme ça. En particulier, le CARI anime au Sud un réseau qui s'appelle le RESAD, qui est le réseau Sahel Désertification, qui est un réseau qui intervient en partenariat avec des organisations du Burkina Faso, du Mali, du Niger et certaines organisations françaises aussi. Le CARI est aussi coordonnateur, animateur d'un réseau qui s'appelle le RADO, qui sera d'ailleurs primé ce soir chez Christie's, qui est le réseau associatif de développement durable des Oasis, qui lui fonctionne en partenariat avec des ONG d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie, de Tunisie. Donc c'est un réseau qui est assez large. Et puis par ailleurs, le CARI est animateur d'un réseau qui s'appelle le GTD, qui est le groupe de travail sur la désertification, qui est essentiellement un réseau d'organisations du Nord, que ce soit des associations telles que les nôtres, AgriSud est membre du GTD, mais aussi des organisations scientifiques, quelques bureaux d'études et quelques représentations des collectivités territoriales. Je pense en particulier au syndicat Centrero, qui est pas très loin de Montpellier, qui travaille dans la valorisation des déchets et qui est membre du GTD. Alors le GTD, lui, il a une fonction beaucoup plus transversale de réfléchir et d'agir sur les problématiques de dégradation des terres, des sols et des écosystèmes d'une manière générale, le plus souvent en zone aride. Alors, zone aride, sécheresse, désertification, comment les oasis peuvent interagir pour empêcher l'avancée du désert ? Alors, j'entends avancée du désert, ça me fait tout de suite réagir. La désertification, il ne faut pas la voir seulement comme l'avancée du désert. Effectivement, il y a des liens avec l'avancée des zones désertiques, d'ailleurs dans beaucoup de parties de notre planète. Mais la désertification, en fait, c'est beaucoup plus lié à la dégradation des ressources naturelles dans des territoires qui font que l'activité ne peut plus s'y développer, que l'activité y devient très vulnérable et que les ressources naturelles, en particulier les sols et l'eau, sont gravement menacées. Donc on met autour de la notion de désertification un concept beaucoup plus large que l'avancée des déserts. Et là, vous travaillez donc avec des partenaires locaux, que ce soit au Maroc, me semble-t-il, et en Algérie aussi. Alors oui, globalement, c'est les pays que j'ai cités dans le cadre des réseaux RESAD, RADO sont impliqués dans le cadre de la réflexion et des actions qui peuvent être menées par le groupe de travail sur la désertification. Mais le groupe de travail sur la désertification, lui, est plus sur un axe de plaidoyer autour de la dégradation et de la désertification. Plaidoyer, c'est aussi le plaidoyer pour la langue, et puisque nous sommes dans l'Hérault, c'est la langue occitane, et c'est le groupe Cor de la Plana. Toujours en direct depuis la Maison du Protestantisme à Paris pour la COP 21, votre radio, notre climat, toujours en compagnie de monsieur Sylvain Berton qui représente l'association CARI. Et juste avant la pause musicale, on a parlé donc du réseau des oasis, mais il y a aussi d'autres réseaux de coordination où le CARI est très engagé. Je pense entre autres, donc on a parlé du RESAD, RADO, Réseau associatif de développement durable des oasis, mais aussi tout un réseau de programmes de solidarité eau Méditerranée. Voilà, c'est-à-dire que le CARI est aussi coordonnateur, animateur de l'antenne méditerranéenne du programme Solidarité Eau. Le programme Solidarité Eau, c'est un programme qui travaille sur l'eau et l'assainissement, qui est en lien avec la mobilisation des populations françaises autour de leur facture d'eau, et qui, pour une petite part de cette facturation, peuvent intervenir en appui à des projets qui sont menés au Sud sur l'eau et sur l'assainissement. Le CARI est aussi membre du réseau DryNet et Patrice Burger, donc le directeur du CARI, représente les organisations de la société civile dans ce réseau DryNet, qui est un réseau de lutte contre la désertification, un réseau international, et le CARI a la présidence de DryNet depuis 2013. Et enfin, quelque chose de très important, parce que ça va faire le lien aussi avec ce qui est en train de se passer à Paris actuellement autour de la COP21 et du climat, c'est que CARI et AgriSud sont toutes deux organisations membres d'une plateforme d'ONG française qui s'appelle Coordination Sud,
Alors Sud, c'est le Sud, mais Sud, c'est aussi solidarité, urgence et développement. Et en particulier, Carrie est membre de la commission climat et développement de Coordination Sud et membre du groupe agriculture au sein de cette commission, donc directement impliquée dans les actions qui sont menées actuellement autour du climat. Alors, les actions de Carrie, c'est à la fois agir là-bas, mais c'est aussi agir ici. C'est une question dans les coordinations Sud, par exemple, de pouvoir travailler avec les différents mouvements d'action locaux. Comment se fait cette relation entre les agriculteurs, les paysans sur le territoire languedocien et la relation avec les autres territoires ? Alors, la relation, elle est directe entre certains producteurs paysans du territoire languedocien et les pays du Sud. Il y a un certain nombre de producteurs qui sont d'ailleurs membres ou voire administrateurs du CARI et qui interviennent ponctuellement sur des missions d'appui aux agriculteurs du Sud, en particulier pour tout ce qui concerne la mise en œuvre de pratiques d'agriculture agroécologique et donc sur des questions de renforcement de pratiques et de systèmes agricoles. Alors on a la chance de vous avoir, je dis on a la chance parce que contrairement à moi, vous y êtes en plein dedans dans cette COP puisque vous participez au débat, vous êtes très présent. Quelle est l'ambiance aujourd'hui à 2 jours de la fin de cette COP 21 ? Alors l'ambiance elle est un peu particulière. En ce sens où on sent une très grosse dynamique de la part des organisations de la société civile, en particulier autour de ces questions de changement climatique, d'action autour de la lutte contre les risques et les dérèglements climatiques. Les ONG, d'ailleurs, dans le cadre de cette COP 21 et au sein du pavillon Génération Climat, présentent en fait un certain nombre et de nombreuses actions de terrain qui sont réalisées en général en partenariat avec des organisations du Sud et qui apportent des réponses concrètes à ces questions de risque et de dérèglement climatique et de changement climatique. Par contre, au pavillon officiel, là où les négociations se tiennent, on va dire l'ambiance est plus feutrée, même si certainement que certains tours de table sont assez houleux. On suit tous les éléments d'information qui nous parviennent et on sait qu'il y a quand même des relations très tendues entre des pays ou des groupes de pays autour de points qui sont pourtant des points fondamentaux, sur lesquels nous, organisations de la société civile, on essaye d'intervenir au maximum, à la fois pour témoigner de nos expériences terrain, mais aussi pour essayer d'orienter les discussions et les négociations vers des choses qui nous paraissent fondamentales et qui doivent être prises en compte dans un accord sur le climat. C'est notre lutte actuelle, en particulier celle de Coordination Sud. Alors il y a un premier projet, un manifeste qui a été proposé. Est-ce qu'il va dans le bon sens ? Est-ce qu'il est en retrait par rapport aux espérances ? Comment on se situe par rapport à Copenhague qui a été un échec ? Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on va vers, mais bien qu'il reste 48 heures, on va vers quelque chose de positif ? Alors, la dernière situation qu'on a, c'est celle de samedi dernier, puisqu'il y a eu un premier jet qui a été remis au ministre Fabius par les négociateurs. On a analysé un peu ce premier jet. Pour parler clairement, c'est franchement décevant. On va vers un accord, ça c'est fort probable, mais on va vers un accord qui risque d'être effectivement en demi-teinte, non contraignant, et nous ne sommes pas persuadés que les bons thèmes seront abordés sur cet accord. En particulier, si vous prenez l'état des négociations à samedi dernier, l'alimentation et la sécurité alimentaire sont quasiment pas prises en compte. L'agriculture est inexistante sur l'ensemble de cet accord. Agriculture est citée une fois. Même chose pour l'énergie. L'énergie n'est citée qu'une fois. Or, on sait très bien que à la fois l'énergie que l'on dépense pour nos besoins, mais aussi l'agriculture, sont 2 gros secteurs d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, par exemple, aujourd'hui, quand je dis l'agriculture, c'est l'agriculture moderne, productiviste, telle qu'on l'a développée dans les différents pays, représente 25% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, secteur émetteur, mais en même temps, un des rares secteurs qui est capable d'apporter une réponse et une solution à ces problèmes de changement climatique. Parce que grâce à l'agriculture, on peut séquestrer du carbone, on peut limiter les émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'agriculture est à la fois un problème, les fameux 25% d'émissions, mais l'agriculture fait partie grandement de la solution. Donc, nous sommes très déçus les uns et les autres qu'il y ait si peu de place laissée à l'agriculture.
De même, il y a très peu de place qui est laissée à, on va dire, globalement à ce on peut appeler les droits humains, et en particulier le droit à l'alimentation, mais aussi la lutte contre la pauvreté. Et c'est pareil, il n'y a pas de lien fait au jour d'aujourd'hui entre effectivement les effets et l'impact des changements climatiques et la vulnérabilité en termes de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, même sur les territoires, en particulier au sud. Et ça nous gêne énormément. Alors il semble qu'en Inde, les choses bougent parce que là, il y a des organisations syndicales qui ont su lutter, résister. Et alors j'ai oublié le nom, je crois qu'elle s'appelle Shiva, c'est une dame assez forte dans son engagement à la fois pour les femmes, mais aussi pour l'agriculture locale, qui a su mettre un barrage à Monsanto. C'est rare, hein, c'est le combat de David contre Goliath. Il y a des choses qui bougent quand même dans le sud. Alors, il y a des choses qui bougent dans le sud. Je pense que vous voulez parler de Vandana Shiva. Voilà. Qui est indienne et qui développe en fait en Inde, effectivement, au travers de fermes d'agriculture biologique, qui développe en fait toutes les thématiques autour de l'agriculture propre, responsable, durable, et qui effectivement est, en tout cas pour l'Inde, et pour beaucoup de pays, et un peu le fer de lance de l'opposition à effectivement des organisations comme Monsanto. Pour autant, je suis pas certain que dans le combat David contre Goliath, que David soit en passe de gagner le combat. On va le dire comme ça. On y reviendra. Entre autres, sur la question de l'agriculture, se joue aussi pour l'avenir la question du climat, modification du climat qui va impacter la production. Et puis cette production est de plus en plus privatisée. Je pense en particulier sur les graines. Et là, on est en train de privatiser le vivant. Tout à fait. Donc, risque majeur. Effectivement, il y a un certain nombre d'obtentions génétiques, sans même parler d'OGM. Les OGM sont dedans, mais au-delà des OGM, il y a un certain nombre de grandes structures commerciales. On a parlé de Monsanto tout à l'heure, qui aujourd'hui, d'abord, s'accapare le vivant, effectivement, et qui, au-delà de s'accaparer le vivant, s'accapare l'économie des exploitations agricoles. Et c'est là où c'est aussi très grave. C'est-à-dire que les petits producteurs du Sud et du Nord se retrouvent face à des systèmes auxquels ils ne peuvent pas échapper. C'est-à-dire qu'il y a une perte de génétique au niveau de nos semences, nos semences historiques, au nord ou au sud, qui sont remplacées par des semences commerciales et qui amènent l'agriculteur à être lié pour ses approvisionnements à l'achat de ces semences. Donc ça pose un vrai problème. Mais l'agrobusiness, on va l'appeler comme ça pour pas citer de nom parce qu'il y en aurait tellement à citer, l'agrobusiness ne fait pas que s'accaparer le vivant au travers de la semence. L'agrobusiness s'accapare des terres aussi. Et en particulier, il y a des initiatives qui sont dramatiques d'accaparement de terres par des grandes entreprises de l'agrobusiness qui font que des petits producteurs sont spoliés ou que des espaces qui autrefois étaient dévolus au parcours pour les animaux ou des endroits de passage sont aujourd'hui appropriés. Alors évidemment, la lutte continue pour éviter que ça se fasse, mais il y a péril en la demeure, il faut être très attentif et il faut faire attention, en plus que certaines grandes initiatives internationales, dont on parle d'ailleurs à la COP21, ne soient pas l'occasion pour justement favoriser cet accaparement de terres en particulier. Alors justement, l'utilisation des terres, on le voit aussi dans certaines contrées, je pense en Indonésie, sur la manière dont il y a une mainmise sur les terres pour la production d'huile de palme. Et du coup, on a aussi brûlé des terres, ça a créé un déséquilibre et ça impacte aussi sur l'évolution du climat. Ça impacte énormément sur l'évolution du climat parce que ça impacte effectivement sur la production de gaz à effet de serre massivement. Ça réduit à quasiment à néant la biodiversité, puisque quand on remplace une forêt par une monoculture de palmiers, la biodiversité disparaît totalement. Et donc effectivement, il y a des effets directs sur le changement climatique. Alors, Monsieur Fabius s'est entouré d'une équipe de facilitateurs. Est-ce que vous pensez que cette équipe de facilitateurs, c'est comme ça qu'il les a appelés, vont réussir à obtenir quelque chose, sachant qu'il y a des pays comme le Venezuela, l'Arabie Saoudite qui freinent des quatre fers pour qu'on n'aboutisse pas à quelque chose de contraignant?
C'est surtout, en l'occurrence, quelque chose de contraignant en matière d'utilisation d'énergie fossile. Et effectivement, les pays que vous citez sont des pays qui tirent l'essentiel de leurs revenus du gaz, du pétrole. Et donc, si effectivement, à l'échelle planétaire, on arrivait à réduire notre consommation, ça poserait un vrai problème économique et financier à ces pays. Donc forcément, ils freinent des cas de fer. Et je ne sais pas si les facilitateurs qui sont autour du ministre Fabius sont en capacité de faire quoi que ce soit, mais quand tout à l'heure je disais que le ton montait parfois dans certaines tables rondes au niveau de la zone officielle sur la COP21, c'est entre autres lié à ce type de comportement. Donc le risque, c'est d'arriver encore une fois à un accord mou, à quelque chose qui va essayer de contenter tout le monde sous prétexte de signer un accord et que ces éléments-là, en fait, ne soient pas pris en compte. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous qui y êtes, que la question du changement de comportement de vie, de consommation et du coup de projection économique impacte dans les débats ou est-ce que ça freine? Parce que on peut mettre des lois, on peut mettre des contraintes, mais si on ne change pas de mode de vie, on sait qu'on va dans une impasse. Tout à fait. Alors, il y a quand même un point important et positif, c'est que sur cette COP 21, tous les pays sont d'accord pour reconnaître d'abord le changement climatique, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, mais surtout pour reconnaître l'origine humaine en lien avec ce changement climatique. Et ça c'est très important. Ça veut dire reconnaître notre responsabilité. Et ça c'est une chose que je voulais dire qui est très importante. Et ça, c'est un acquis. C'est déjà ça. Maintenant, le changement de comportement au niveau des populations, et même à notre niveau individuel, au quotidien, c'est quelque chose qui, petit à petit, fait son chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Eh bien, on va faire du chemin, alors avec justement une sorte de mélange à la fois oriental et européen. Mon ami la rose, une rose a besoin d'eau, et c'est le problème aussi de demain avec Natacha Atlas. Toujours en direct depuis la Maison du Protestantisme à Paris, votre radio, notre climat, 12 radios et au-delà même, pour reprendre cette spéciale COP 21, toujours en compagnie de Sylvain Berton, pour représenter l'association CARI. Juste avant la pause, on parlait donc un peu de tous ces dérèglements, cette rencontre au sein de la COP. Les choses avancent plus ou moins bien avec des résistances. Et ce qui est surprenant, c'est que ceux qui résistent, ce sont ceux qui mettent la planète en danger. Parce que si tout le monde devait consommer comme un Américain, il faudrait cette planète au moins. Même un peu plus que ça. Et effectivement, comme vous le dites, les pays les moins émetteurs sont les pays du Sud. Émetteurs de gaz à effet de serre, s'entend. Hein. Mais par contre, les pays qui souffrent le plus des effets et de l'impact du changement climatique sont aussi les pays du Sud. Les grandes sécheresses, les grosses inondations, les changements de saison agricole sont subis essentiellement par les pays du Sud. Pour autant, c'est eux qui émettent le moins. Donc, effectivement, dans les discussions à la COP21, il y a cette question qui est récurrente, qui est de dire, dans le cadre des efforts financiers qui seront faits pour accompagner les pays dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, quelle part va être laissée aux actions visant l'adaptation et l'amélioration de la résilience des systèmes agricoles face aux risques climatiques. Vous avez certainement entendu parler de ce chiffre de 100 milliards de dollars qui devrait être mobilisé d'ici à 2020, puis à partir de 2020, mobilisé annuellement 100 milliards de dollars. Il y a un effet d'annonce évident, bien sûr, autour de ce chiffre, mais la vraie annonce, ce serait de dire qu'au moins la moitié de ces financements pourraient être consacrés à accompagner les pays du Sud dans l'adaptation de leur système agricole aux risques climatiques. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il y a des grandes initiatives qui ont été lancées, notamment par le ministre Le Foll. Par le ministre Stéphane Le Foll, effectivement. Alors, initiative qui est née à Montpellier en juin de cette année, où en fait les organismes de recherche comme le CIRAD, comme l'IRD, comme le CGIAR, tous ces organismes d'agropolis, on dit quelque chose qui peut paraître une évidence, mais il est important de le dire, c'est que plus on stockera de carbone dans les sols, au travers de la matière organique qu'on peut apporter à ces sols,
plus on pourra créer un puits de carbone de grande importance à l'échelle de la planète, qui pourrait même être susceptible d'absorber toutes les émissions. Alors évidemment, ça c'est un potentiel, c'est un objectif à atteindre, et cette initiative, elle s'appelle 4 pour 1000. 4 pour 1000, ça veut dire augmenter le taux de carbone organique des sols annuellement de 4 pour 1000, qui permettrait en fait d'atteindre cet objectif. L'avantage de cette initiative, c'est que non pas qu'elle soit atteignable ou pas, je pense qu'aujourd'hui personne n'est encore en capacité de le dire, c'est un calcul scientifique, mais par contre elle porte des formes d'agriculture basées sur l'utilisation de la matière organique, et je pense en particulier à l'agroécologie, mais pas uniquement, les systèmes agroforestiers ou d'autres systèmes, qui font qu'en fait toute la base de la fertilité des sols est basée sur des apports de matière organique, que la base du maintien et de la préservation des sols est aussi basée sur la plantation d'arbres, arbres fruitiers et vifs, brise-vents, tout ce qu'on a détruit en France depuis 100 ans et qui est en train d'être détruit au sud aussi. Hein. Donc, cette initiative 4 pour 1000 doit être placée sous haute surveillance de nos organisations parce que ça peut facilement dériver et justement être approprié par ces grandes entreprises de l'agrobusiness dont on parlait et qui pourraient éventuellement utiliser cette initiative pour se faire financer des programmes qui, pour autant, ne seraient pas forcément très utiles pour la lutte contre le changement climatique. Mais c'est une initiative qui est intéressante. Plusieurs organisations de la société civile se sont associées à l'initiative. Le CARI en est une, AgriSud aussi. Mais la surveillance reste là. D'autres organisations, en particulier membres de Coordination Sud, n'ont pas souhaité s'y associer pour l'instant. Toujours pareil, par le fait que c'est quand même des choses à surveiller. Alors les choses à surveiller, c'est aussi les changements climatiques, parce que le changement climatique va influer sur la production agricole. Petit à petit, nous qui sommes dans un beau vignoble languedocien, ce vignoble risque de disparaître, parce que la montée des températures fera que peut-être demain, on va produire plutôt du vin en Hollande, en Belgique. Les prévisions sont effectivement celles-ci, hein, c'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique qui va bon train, effectivement, on s'aperçoit que, on va dire que les conditions agroclimatiques dans certaines régions sont en train de changer complètement. Et c'est vrai, l'exemple que vous citez pour nos vignobles du sud-est de la France, il est effectivement possible que d'ici 20, 30, 40, 50 ans, la limite de culture pour ce type de vignoble soit remontée de 200, 300, 400 km beaucoup plus au nord. Alors, on arrive à la fin de notre émission. On n'a pas encore parlé d'une action qui vous tient à cœur, qui est l'économie familiale, qui est les circuits courts. Et là, vous avez quelque chose à proposer de très concret dans cette résistance, à la fois au niveau de l'analyse économique, par rapport au climat, par rapport à l'agriculture. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'agriculture, on parle beaucoup de techniques agricoles basées sur des savoir-faire locaux, mais aussi qui sont innovantes, mais ça c'est la partie technique. Or, on sait très bien que l'appui à une agriculture durable, c'est aussi être très attentif, alors comme on vient de le dire, aux aspects techniques, mais aussi aux aspects économiques et aux aspects sociaux. L'agriculture n'est durable que si elle est économiquement viable, si elle est techniquement en capacité de préserver les ressources naturelles et si socialement elle est facteur de développement humain. Donc à partir de là, effectivement, nos organisations, et le CARI en particulier, sommes très attentifs à ce que l'activité agricole d'abord soit en priorité une activité d'agriculture familiale, versus agrobusiness dont on parlait il y a quelques minutes. Pourquoi ? Parce que l'agriculture familiale, à l'échelle de la planète aujourd'hui, c'est 40% de l'emploi. C'est énorme. L'agriculture sur notre planète, aujourd'hui, permet à 40% des populations de travailler. L'agriculture familiale, c'est aussi 70% de l'alimentation qui est produite sur notre planète. C'est énorme. C'est pas les grandes entreprises, c'est pas les grosses structures qui alimentent la population, c'est l'agriculture familiale.
Pour autant, donc pour que l'agriculture familiale se développe, faut que son économie soit durablement viable. Faut donc que les produits soient valorisés au mieux sur les marchés, en particulier les marchés locaux. Et c'est là qu'interviennent justement ces questions de filières courtes, alors qu'on connaît en France sous la forme par exemple d'AMAP, qui permettent la valorisation en direct de l'agriculture paysanne. Il y a de toute façon d'autres filières courtes sans les AMAP, avec les produits locaux pour des marchés locaux, c'est aussi quelque chose de très important. Et surtout une agriculture qui, pour mieux se valoriser, va valoriser la qualité. C'est-à-dire que de plus en plus, on s'aperçoit que les consommateurs sont attentifs pour des raisons d'abord de qualité gustative, mais aussi pour des raisons de santé, sont attentifs à consommer des bons produits. Et on pourrait dire en fait que toute filière est pilotée par l'aval, c'est-à-dire c'est ce que les consommateurs voudront en faire qui permettra en fait d'orienter l'agriculture vers une agriculture propre, durable, économiquement viable. Alors on arrive à la fin de cette émission. Juste pour rappeler donc le CARI, pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, il suffit d'appuyer sur n'importe quel moteur de recherche CARI Montpellier pour être bien sûr de localiser, mais aussi sur votre association dans laquelle vous êtes très engagé, AgriSud International. Un petit mot peut-être avant de se quitter sur AgriSud International, son engagement. Alors d'abord son engagement aux côtés du CARI. AgriSud est partenaire du CARI de longue date, à la fois sur des actions terrain, mais aussi sur le plaidoyer. Alors AgriSud International, c'est une organisation qui a 23 ans maintenant, qui intervient dans 18 pays du Sud, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, à Madagascar, en Asie du Sud-Est, au Laos et au Cambodge, et puis en Amérique latine, Caraïbes particulièrement, en Haïti pour la Caraïbe, et puis quelques programmes d'agriculture biologique à Rio, au Brésil. Merci Sylvain Berton, je vais approcher Sylvain Berton, pour nous avoir consacré un peu de temps et vous être dégagé de la COP. Vous allez y retourner puisque ce soir il y a ce prix et on souhaite que le CARI puisse le remporter parce que son action est vraiment pertinente et puis elle s'enracine aussi dans nos territoires. Et on se quitte avec des sonorités sahéliennes avec le groupe Tiraniwen. Merci beaucoup. Merci à vous.